100% Bénin, bienvenue, mesdames, messieurs, loin des considérations politiques, votre émission débat du jour vous convie à une question très cruciale de notre temps, l'équation emploi-survie. Au Bénin, à l'heure actuelle, 72% de la population active reste sous-employée. Le taux de chômage, quant à lui, est de 2,4%. Les chiffres émanent d'une étude de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, intitulée « Profil pays 2018 ». En quoi, à la même source, les chiffres pourraient se révéler très alarmants les années à venir si les mesures subséquentes ne sont pas prises pour inverser au plus tôt cette tendance. Problématique de l'emploi au Bénin, un casse-tête chinois pour le nouveau départ. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. Avec nous, pour en débattre, deux analystes. À ma gauche, Rodrigue Rustico, expert financier. Il est analyste politique. L'homme n'est plus à présenter. Rodrigue Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Et merci pour la disponibilité une fois de plus. C'est un plaisir. En face de vous, Kazmi Pédior, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers téléspectateurs. Merci aussi de nous rejoindre. Les données sont tangibles et inquiètes. Beaucoup d'efforts déjà faits depuis l'avènement du régime du nouveau départ, mais à l'arrivée au compteur, avec les dernières données publiées par la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, il y a à se mettre Mattel en tête. Le taux de sous-emploi est désormais de 72%. Le taux de chômage, quant à lui, est de 2,4%. Rodrigue Rustico, ce chiffre, pour certains, n'est pas un chiffre auquel on aurait pu s'attendre parce que de la vision, la nouvelle équipe n'en manque pas. Des efforts sont aussi faits. Comment peut-on expliquer alors ces chiffres qu'on publie? Alors, merci beaucoup, Joël. Je crois que c'est un chiffre très significatif en tant qu'un homme des chiffres. Il faut aussi souligner que la problématique de l'emploi, ce n'est pas un truc qu'il faut décréter. Il faut se préparer pour. Et donc, ce taux-là que vous avez, il faut vous demander peut-être quel est le taux de croissance de notre pays. Comparer le taux de croissance de notre pays à ce taux, vous allez comprendre tout simplement que c'est très alarmant. Ah bon? C'est très alarmant. Je crois quand même que le plus important aujourd'hui, c'est de revoir un peu la stratégie de l'État central vis-à-vis de l'emploi de la jeunesse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à la date où nous parlons, je ne vois pas encore trop aujourd'hui les jeunes être occupés. Alors le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de 2,4%. D'accord, de taux de chômage. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir réduire cela? En fait, je répète, il est inutile pour un politicien de venir sur les écrans de dire qu'il veut lutter contre le chômage. C'est inutile. Inutile. On ne peut pas lutter contre le chômage, on peut réduire le taux de chômage. C'est différent. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous mentir. Ils vont venir alors lutter, certainement mettre en place un mécanisme pour beaucoup plus absorber la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons constaté tout simplement qu'il n'y a pas d'emploi en réalité. Il n'y a que du travail. Il y a une différence nette. C'est quoi la différence? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a que du travail. Au niveau de l'emploi, vous allez voir une permanence. C'est-à-dire une permanence de ce que vous faites et vous avez pleinement des compétences avérées pour pouvoir le faire. La plupart du temps, nous avons des emplois politiques parce que la politique centrale de l'État est assise beaucoup plus sur des emplois politiques. Or, vous savez que la politique, ça a une durée. Quand vous finissez la politique, vous ne savez rien faire que de mentir. Et après, vous allez encore reprendre avec les habitudes. Donc, en peu de mots, les chiffres là publiés, ne vous étonnent pas? Ça ne m'étonne pas parce qu'on a préparé le terrain pour ça. On a préparé le terrain pour ça parce qu'on n'a pas travaillé pour ça. Non. Voilà. Quand vous dites qu'on n'a pas travaillé pour ça, oui. Et personnellement, je suis un peu embêté parce que l'équipe en place a envoyé des signaux et des actes ont été posés. On va peut-être apprécier tout à l'heure, l'expert nous dira ce qu'il en pense. Oui, Kazmi Pédior, ces chiffres pour nous autres, on continue, les finances, oui, les BABA sont là, mais des données concrètes, on se demande si on ne s'est pas trompé avec ces chiffres qu'on a envoyés. Parlons du Bénin. Le Bénin a l'ère du nouveau départ. Non, il faut déjà définir le concept donc de sous-emploi et pour que les téléspectateurs puissent véritablement nous suivre. Qu'est-ce que nous mettons dans sous-emploi? Le sous-emploi, c'est
donc une façon donc pour l'individu d'être en train donc de travailler sans pour autant donner le meilleur de sa compétence, c'est-à-dire un ingénieur par exemple en BTP qui se retrouve, comme il a dit, dans une fonction qui n'est pas la sienne. Un ingénieur de BTP donc qui se retrouve subitement au niveau d'un ministère comme le ministère de l'Éducation. Il est sous-employé. Qu'on le veuille ou non, il est sous-employé. Alors là, c'est quand je prends... d'une autre époque, non? Non, c'est de cette époque. C'est du Bénin actuel. C'est du Bénin révélé. Alors, cet exemple, il est beaucoup plus haut de gamme, hein, si vous permettez. Sinon que c'est un... précis, parce que quand on dit pour être plus précis, oui. C'est un étudiant qui a fini, par exemple, bon mathématicien bontin, qui finit donc sa formation et qui se retrouve enseignant. Alors qu'en réalité, il ne devrait pas être là. Ça aussi, c'est bon. Mais c'est lorsqu'il se retrouve zémidian. C'est lorsque on finit l'université et on commence par faire zémidian. Vous êtes sous-employé. C'est lorsqu'on finit l'université et on commence par vendre de l'essence frelatée au bord des rues de nos grandes villes. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Il faut pas aller à l'Est. Alors, on finit pas à l'université pour aller vendre de l'essence. Puisque vous n'avez pas d'emploi. Puisque l'État... autre chose que l'essence. Non, il y en a justement. Il y en a dans le secteur. Que vous connaissez? Bien sûr. Qui sont dans le secteur de vente donc de l'essence frelatée et qui ont des diplômes, qui ont des qualifications, mais qui ne peuvent pas exercer. Et ceci pour plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, le premier facteur, c'est qu'il n'y a pas donc les conditions, l'État n'a pas pu créer les conditions favorables pour que véritablement, lorsque les Béninois sortent de nos centres universitaires, de nos centres de formation, qu'ils puissent donc trouver ce à quoi donc, ils ont été formés. Et donc, ça pose ce problème. Alors, il ne faut pas confondre le terme sous-emploi au chômage. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai aimé votre introduction. Okay. Le chômage, c'est lorsque vous avez fini et que vous ne faites rien, vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison, vous vous retournez donc à vos parents et c'est vos parents qui continuent donc par subvenir à vos besoins. Oui, ça, et là, les études disent qu'au Bénin aussi, à ce cas qui est très légion, avec un chiffre oui. qu'il faut prendre. Et lorsqu'on prend une population, selon donc le RAVIP, le recensement à vocation état civil, le dernier donc en date, qui dit que nous sommes 11 millions environ au Bénin actuellement. Lorsqu'on prend donc le taux de 2,4%, ça nous fait 264 000 Béninois qui sont sous-employés, pour être plus précis. Et pour le taux donc de sous-emploi, nous sommes environ 7 992 000 Béninois. Enfin, ils sont 7 millions. 7 millions. Ah, donc, c'est inquiétant. Et donc, et pour comprendre ça, descendez aujourd'hui à Cotonou. Vous allez voir les émigrants qui sont en circulation. Descendez dans les périphéries de Cotonou, telles que Abomey-Calavi, les matins entre 6h et 11h. Vous allez voir la horde de personnes qui se dirigent vers Cotonou pour aller chercher un gagne-pain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous avez ces chiffres et vous descendez dans la grande ville, enfin, la ville économique, et que vous ne voyez pas des indices du genre, vous vous dites que les études sont biaisées. Mais lorsque vous voyez ce que nous voyons là, mais vous vous dites que les chiffres sont vrais. Et puis, nous sommes partis en 2007, entre 2007 et 2015, nous sommes partis d'un taux donc de sous-emploi de 70%. Nous étions à 70%. Mais entre 2015 et 2018, vous avez vu la statistique, nous sommes à 72%. Donc, ceux qui ont alerté pour dire le taux de chômage aussi va grimper, ils n'ont pas fait une erreur. Parce que lorsque le bonhomme, il est fatigué de faire du zémidian, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il commence par réfléchir autrement et qu'il est fatigué, il revient à la maison, il devient chômeur, il ne fait plus rien et il est à l'abri. Il vient s'ajouter au nombre qui existe voilà. déjà. Donc, il va falloir donc travailler pour corriger le mécanisme. Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question, ce n'est pas les réformes qui, aujourd'hui, manquent. Et ces réformes-là conduisent au sous-emploi, conduisent au chômage. Et vous allez comprendre tout à l'heure, les réformes de la rupture conduisent au sous-emploi et conduisent
au chômage. Rustico, vous avez lancé un mot tout à l'heure, je n'ai pas voulu vous interrompre. Je reviens là-dessus. Vous dites que le terrain a été préparé pour ces chiffres que nous avons aujourd'hui. Oui. Comment ça? Et cette question, je la pose parce que on sait que depuis, le Bénin a pris trop tôt les taureaux par les cornes en prenant un certain nombre de dispositions. Il y a des mécanismes sur le terrain qu'on essaie au fil des ans d'huiler. Je parle d'une structure phare, la NPE. Oui. Et avec l'actuelle équipe, il a été question de revoir tout ce qu'on a mis hier en place pour permettre à la jeunesse de quitter l'état désœuvrement que vous connaissez et de pouvoir avoir une porte honorable. Les mécanismes sont aujourd'hui plus huilés pour permettre au grand nombre de venir vers, mais aussi de mieux s'occuper. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que vous dites, et espère dans votre milieu, qu'on a préparé plutôt le terrain pour ça? L'exemple que je viens de donner, c'est un exemple parmi tant d'autres qui frappent à l'œil. Bien sûr, vous savez, le sujet que nous sommes en train d'aborder ce matin, en réalité, c'est un sujet de déséquilibre entre emploi et compétences. C'est un sujet de déséquilibre entre emploi et compétences. Kazmi l'a dit tout à l'heure. Vous voyez, vous prenez quelqu'un aujourd'hui qui est mécanicien, qui prétend faire le travail de menuisier. Ce n'est pas possible. Vous demandez même à un étudiant, pour être, faites que ce soit aussi enseignant, vous demandez à un étudiant quelle est ta carrière envisagée. Il ne vous dira pas quelque chose de bien, parce qu'il ne sait pas là où le vent va l'amener. Il est là, il navigue à vue. Vous vivez ça avec vos étudiants? Mais c'est comme ça. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce que nos écoles font comme formation? Absolument rien. On devait reformater cela, parce que les produits que les écoles délivrent sur le terrain ne sont pas du tout adaptés aux besoins de l'emploi. Dans ce cas, on ne fait qu'augmenter le taux. L'État a évoqué cette problématique il y a quelques années aussi. Justement, vous savez, évoquer, ce n'est pas ça le problème. Mais il faut composer, il faut recomposer le programme de formation en tenant compte des entrepreneurs. Ce n'est pas qu'il ne faut pas rester dans un milieu et éditer seulement un programme et l'exécuter. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas l'État qui consomme combien de personnes. Si on lance un concours pour pouvoir peut-être 25 postes, vous allez voir près de 8000 personnes qui déposent le dossier. Mais c'est clair. Ça veut dire que l'État n'est pas en mesure de consommer la jeunesse. Donc, c'est le privé qui doit consommer la jeunesse. Et le privé a des besoins spécifiques. L'État n'a pas des besoins spécifiques, mais le privé a des besoins spécifiques qu'il faut satisfaire. Et dans ce cas, pour élaborer les programmes de formation, il faut tenir compte des besoins du secteur des affaires. Mais si on ne considère pas ces besoins du secteur des affaires, ça ne marchera pas. Vous prenez les universités aujourd'hui au Bénin. Combien d'universités forment dans des matières, dans des disciplines, porteuses pour l'économie béninoise? Je vous dis, il y en a très peu. Vous prenez quelqu'un aujourd'hui qui vous dit qu'il a fait un master en comptabilité et il finit, il a même son parchemin, son papier A4, il n'est même pas en mesure de faire sortir un état financier. Et lui, il va vous dire qu'il est un professionnel. Non, on ne peut pas gérer un pays comme ça. C'est pour vous dire quoi? Vous allez aujourd'hui au Ghana à côté. Ce n'est pas comme ça. Vous allez à l'université, il y a en même temps une activité qu'on vous impose à apprendre. Si bien que vous finissez même votre parchemin, en même temps, vous savez quoi faire. Aujourd'hui, nous sommes toujours calqués sur le système des Européens où on te demande combien de doctorats tu as, combien de masters tu as. Et c'est qu'on oublie même ce que la personne sait faire. Aujourd'hui, tant qu'on ne revient pas à la base pour mettre l'accent sur ce que chacun est en mesure de faire, de créer comme condition, comme valeur ajoutée. Vous nous envoyez vers un système anglophone. Mais c'est très important aujourd'hui. Moi, j'ai découvert que c'est très important aujourd'hui. Ça, on vous prend debout aujourd'hui. Ce n'est pas le diplôme qui compte. Ce n'est plus le diplôme qui compte. Le diplôme, c'est pour l'État. L'État peut consommer combien de personnes aujourd'hui? Le privé ne peut même pas payer votre diplôme. Le privé a mieux de payer votre compétence. Vous prenez quelqu'un qui a aujourd'hui un bac, tout simplement scientifique ou bien technique, il est à mieux de rendre mieux qu'un docteur. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Oui, problème de l'adéquation entre demande en ressources humaines et formation en éducation, pour reprendre l'expression autrement. Mais Kazmi, aujourd'hui, on est à l'ère des réformes. On peut dire que le nouveau départ là-dessus s'est montré aussi très opérant, non? Vous parlez des réformes qu'il faut revoir. Non, les réformes, et je l'ai dit sur plusieurs plateaux, et je vais répéter ça encore aujourd'hui, parce que les faits me donnent raison. Je l'ai dit en son temps que ce qu'ils sont en train de faire, ça va concourir à aggraver la misère. Et le chef de l'État lui-même, il a dit, lorsqu'il a rencontré donc le clergé béninois, il a dit que nous sommes en train de passer d'une étape donc de la pauvreté vers la misère. C'est l'étape supérieure, c'est l'étape de la gangrène, c'est l'étape où on va amputer l'organe, c'est l'étape où on n'a plus la chance de récupérer le patient. Si on lui donne une chance de vivre, c'est qu'il ne pourra plus être utile à la société. C'est une étape dangereuse et les faits sont en train de nous donner raison. Puis,
lorsque vous m'avez parlé tout à l'heure de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, c'est une aberration. C'est une aberration pour l'État. L'ANPE, c'est une aberration. L'État ne crée pas d'emploi. L'État ne crée pas d'emploi. Et ceci date depuis le régime défunt. Je dis, c'est une aberration en ce sens que c'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée l'emploi. Aujourd'hui, la création, la réduction donc du taux de pauvreté, que ce soit au Bénin, aux États-Unis, en France, en Chine, au Nigeria à côté, au Ghana, partout vous passez, c'est le secteur privé. Et donc, l'État met les conditions favorables aux emplois. Vous êtes dans un État, aujourd'hui, on a engagé des réformes où on a augmenté tout ce qui est taxe. On a augmenté tout ce qui est taxe. Vous êtes dans un État... C'est pour faire de l'économie. Non, ce n'est pas de l'économie, justement. Non, je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas de l'économie ça, c'est asphyxier le secteur privé. Quand vous créez des taxes tous azimuts, parce que, je l'ai toujours dit, la Constitution, dans la Constitution béninoise par exemple, il est dit que c'est l'État qui doit créer l'emploi à ses citoyens. Mais lorsque vous êtes incapable de le faire, lorsque vous, État, vous êtes incapable de le faire, et qu'un secteur privé dit, oui, moi je suis capable de le faire, vous lui donnez les conditions favorables. Et non, vous allez encore l'asphyxier sur le plan donc, de la taxation. Vous organisez votre taxe de façon à ce que lui, il soit déjà à l'aise pour pouvoir absorber donc le flux qui sort des universités. Ce flux déjà qui avait déjà des problèmes. Parce qu'il a dit, et je suis dans sa logique, je suis complètement dans son marigot là, lorsqu'il dit qu'il y a une certaine inadéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, vous avez des cadres qui sortent, des ingénieurs qui sortent, mais qui sont incapables de vous tracer des voies. Vous avez aujourd'hui des mécaniciens, des désélistes qui sortent donc de nos lycées techniques ou bien de l'université, mais qui sont incapables de toucher à un moteur. Mais au même moment, vous voyez le petit garçon de 15 ans, 16 ans, ou peut-être de 17 ans, qui a fini son apprentissage au coin de la rue, qui vous descend le moteur et qui vous remonte ça, et c'est impeccable. Voilà notre système éducatif qu'il faut corriger. Si c'était ça la réforme, si c'était emmené donc désormais, ceux qui sont dans le système classique, occidental, français, à véritablement désormais mouiller le maillot sur le terrain, mettre la main dans l'huile noire pour donc sortir un produit bon. Si c'était ça la réforme, je dis bravo, ça va nous sortir donc de ce taux de misère auquel nous sommes en train d'aller, mais ce n'est pas ça. L'enjeu aujourd'hui des réformes, c'est comment faire pour donc pressurer le peu donc que le secteur privé a pour donc venir en aide à ce taux de pauvreté. Oui. La conséquence, elle est là. Le taux de pauvreté, le taux de sous-emploi, le taux également de chômage, ça dénote Rustico, donc de ça. Ça dénote de ça. Bon, mais quand on prend l'analyse que vous faites, c'est à conclure que là encore, l'État va devoir se retourner vers les opérateurs économiques, le secteur privé. Absolument. Quel est aujourd'hui le regard que vous portez sur les relations que les deux secteurs entretiennent, le secteur public et le secteur privé? Est-ce que ça augure d'une certaine amélioration par rapport à ces données que nous avons et que vous qualifiez d'inquiétantes? Non, je pense que la collaboration n'est pas encore ce que moi j'aurais souhaité. Pas plus tard, la dernière fois, quand je crois Emmanuel Macron était au Nigeria, tout le monde a vu un peu qui il avait rencontré. Il a rencontré les grands hommes d'affaires du pays. Il a discuté avec eux. Et quand plusieurs présidents d'accord africains veulent voyager pour aller à l'extérieur, ils voyagent toujours avec les hommes d'affaires du pays. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même donner quand même la chance à son pays d'avancer. C'est pour vous dire quoi, la collaboration n'est pas encore ce qui est. Parce que, vous savez, l'État n'a jamais créé de la valeur ajoutée. J'ai toujours dit ça partout. L'État n'a jamais créé de la valeur ajoutée, c'est le privé qui crée de la valeur ajoutée. Mais qui consomme plus? C'est le privé qui consomme plus. L'État n'a pas de rôle à jouer. Mettre en place le cadre législatif permettant à ces entités-là d'embaucher beaucoup plus. Mais si déjà au niveau des entreprises, en tant que chef d'entreprise, vous avez dit qu'il y a un coût fiscal élevé à supporter, vous avez une pression à supporter, mais la conséquence, vous allez dégraisser. Vous trouvez qu'actuellement, il y a effectivement plus de tasses? Non, c'est pas en fait. Vous savez, les tasses aujourd'hui ne sont pas aussi mauvaises en soi. Mais le problème, c'est quoi? Il faut expliquer un peu l'augmentation des tasses aux gens. Moi, j'ai toujours dit, sans les réformes, vous ne pouvez pas avoir de la croissance. Et vous savez, la situation que nous vivons date
pas de ce régime. Ça date de très longtemps. Mais il faut faire quelque chose pour arrêter la saignée. Mais pour arrêter la saignée, il faut avoir une base. Il faut asseoir une base. Pour faire asseoir cette base-là, on est obligé vraiment d'agir sur un certain nombre d'intérêts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les réformes que vous voyez aujourd'hui, chacun l'interprète à sa manière. Mais il y a certaines réformes qu'on peut juger utiles. Il y a d'autres réformes où on peut attaquer la pédagogie parce que le béninois lambda ne perçoit pas directement tout de suite les fruits de ces réformes-là. Et lorsque vous voyez un pays comme le Bénin, et vous avez pratiquement chaque année des universités qui déversent des éléments sur le terrain, encore le taux de chômage va augmenter parce que les gens ne peuvent pas alors être utiles aux entités. Les entreprises ont des besoins spécifiques, je l'ai dit tantôt, mais l'État a l'obligation de le faire. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, quand j'apprenais encore en même temps à faire de l'électricité. Je faisais de l'électricité dans le temps. Mais après, ils ont stoppé. Ils appelaient ça, il y avait un nom pour le projet là, où tu apprenais un autre métier parallèlement à ce que tu avais l'habitude de faire. Et ça ne faisait qu'augmenter tout simplement la capacité d'adaptation de chacun vis-à-vis du marché. Aujourd'hui, maintenant, rien. On ne voit plus rien. Moi, je préfère que l'État réforme notre système éducatif en mettant en place encore ces activités-là, connaissent qui doivent normalement s'ajouter et qu'on aille composer dans ces matières-là. Au Ghana, aujourd'hui, vous imaginez, allez demander, si on fait ces enquêtes-là au Ghana, vous allez voir les taux. Le taux, là, il n'y aura pas de comparaison à faire parce que le Ghana prépare déjà le terrain pour ça. Mais aujourd'hui, au Bénin, nous voyons tout simplement que tous les jours que Dieu fait, nous emmagasinons les mots et aujourd'hui, la jeunesse est déboussolée. Elle est déboussolée parce que pourquoi la politique aussi s'est mêlée? Parce qu'on offre beaucoup d'emplois politiques et la politique étant un contrat à durée déterminée et quand la durée est venue à échéance, le jeune se retrouve à la maison parce qu'il ne sait rien faire. Parce qu'en politique, ce n'est pas le travail que vous faites. Hein. Vous êtes là, vous avez la bouche pour pouvoir parler, pour pouvoir convaincre quelqu'un, pour pouvoir mentir et avoir l'argent. C'est chantage. Mais après, quand vous finissez votre mandat politique, vous restez à la maison. Normalement, le système... La dépolitisation de l'emploi. Absolument. On a parlé de l'ANPE. Je n'ai pas voulu l'aborder parce que vous savez, l'ANPE, il a dit tout à l'heure, les politiques qu'il faut mettre en place, c'est de commencer par voir comment faire réellement pour faciliter la tâche au privé. Et comment le faire? C'est vrai, ils vont recruter des gens pour tout et mettre ça à la disposition des entreprises. C'est pas mal, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça le problème. J'ai travaillé avec un Américain la dernière fois, il me dit, mais je n'ai pas compris. En principe, l'État vient chez moi prendre beaucoup de tasses. En réalité, l'État devrait m'encourager en me disant, je t'apporte telle subvention parce que tu es en train d'avancer. Ça se passe au Bénin? Ça ne se passe pas au Bénin. Il dit que lui, aux États-Unis, c'est ce qu'il vivait. Mais au Bénin, ici, au contraire, c'est dans sa poche, on vient encore piquer. Je dis, c'est normal. Ici, nous avons un budget fiscal, mais c'est un Français qu'il faut revoir. Il faut revoir ces Français-là parce que tout le temps, nous sommes calqués sur le fait que notre budget, c'est fiscal. Donc, par conséquent, on peut augmenter les tasses. Par conséquent, on ne peut que faire référence aux tasses pour pouvoir avoir de la caisse dans la caisse de l'État. En tout cas, la situation, chers invités, l'État en est conscient et s'est engagé à prendre ses responsabilités, jouer à fond sa partition. À raison, la promesse de 5000 emplois dans le PAG a été annoncée et par secteur du travail est en train d'être fait pour pouvoir inverser la tendance Casmic Médior par rapport à ce volet d'appui annoncé par le gouvernement. Ça pourrait être l'un des chantiers qui vont aider désormais ou dans un avenir proche à changer la donne, non? Non. Je l'ai dit tantôt, nous avons 7 900 000 et quelques, pour ne pas dire 8 millions de sous-employés aujourd'hui au Bénin. Tout à fait, mais si on arrivait à tenir ces promesses, c'est Paris. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et vous décidez de recruter 5 000. À première vue, c'est déjà bien comme effort. Mais ça ne représente absolument rien dans la balance. Et non seulement ça, mais c'est une intention politique. Mais c'est une intention politique. Nous sommes à 3 ans déjà de gouvernance. Combien ils ont recruté? Mais faisons plutôt l'exercice contraire. Combien ils ont sorti alors des unités de production, des entreprises? Combien d'entreprises n'ont-ils pas cassé? Combien d'entreprises aujourd'hui n'ont pas fermé baraque? Combien de Libanais, puisque nous allons dans les exemples pour davantage apprécier, combien de Libanais ne sont pas rentrés aujourd'hui chez eux? Combien de Nigérians ne sont pas rentrés chez eux? Il a dit, Macron est allé au Nigeria la dernière fois, il a rencontré donc les opérateurs économiques. Depuis qu'ils sont venus, combien
Combien d'opérateurs économiques ils ont rencontrés à l'interne déjà? Combien d'opérateurs économiques nigériens? Lui, il est à plus de 6000 km d'altitude. Donc, du Nigeria, il est venu rencontrer les opérateurs économiques nigériens. Nous qui sommes à un clin d'œil de ce pays, combien de fois avons-nous été au Nigeria pour chercher donc à rencontrer les opérateurs économiques? C'est ça la réforme. Ça, ce n'est pas une réforme. On n'appelle pas ça là une réforme. La réforme, c'est quand vous aurez travaillé. Ceci participe aussi de l'autosuffisance, voir un peu ce que le Bénin fait pour pouvoir se suffire. Et quand on y ajoutera ce qu'on peut obtenir du voisin, eh bien, ça vient booster normalement l'économie. Non, vous ne pouvez pas être à côté d'un pays comme le Nigeria et fermer les yeux sur un certain nombre d'opportunités. Ce n'est pas possible. Et dire que vous voulez créer de l'emploi. Non, l'État ne crée pas de l'emploi, s'il vous plaît. À la limite, l'ANPE livre une concurrence déloyale aux cabinets de recrutement. Parce que dans un système comme le nôtre, il y a des cabinets de recrutement. Normalement, c'est une bonne assignation contre X que ces cabinets devraient déposer au niveau de... L'ANPE a détecté les talents. Non, ce n'est pas le job. Il y a des cabinets spécialisés, des cabinets dans le secteur privé qui sont spécialisés dans ça. Et quand vous voulez, vous allez vers ces cabinets-là et vous payez. Et ça existe. Il faut redéfinir la mission de l'ANPE. Et la loi existe. L'ANPE, il n'y a pas de redéfinir. Il faut supprimer cette structure-là. Et la deuxième, lorsque vous finissez de mettre un thème définitivement à donc la fonction de l'ANPE, vous allez recréer maintenant ce qu'on appelle l'inclusion financière. C'est-à-dire l'État se porte désormais garant à supporter donc, enfin, à venir en aide, à donner des garanties à des structures afin qu'on subventionne l'activité du secteur privé. C'est-à-dire des banques commencent donc par injecter de la liquidité au sein des entreprises. On favorise donc la création, l'investissement public. C'est à ce prix-là que vous allez voir, les gens vont commencer par embaucher, des petites entreprises vont commencer donc par n'être pas, donc germer. Et vous allez voir dans un pays où vous avez un taux d'absorption de l'emploi qui est beaucoup plus vers donc le secteur informel, 80%. Des emplois aujourd'hui gérés donc dans le secteur informel. Votre possibilité, enfin votre capacité politique, votre réforme doit aller vers donc ce secteur. Comment faire aujourd'hui pour ramener, déjà pour conserver ceux qui sont dans le formel, il faut les maintenir dans le formel et maintenant aller chercher ceux qui sont dans l'informel et les ramener dans le formel. C'est à ce prix vous aurez donc, vous allez élargir votre assiette fiscale et non améliorer votre assiette fiscale en passant du simple au double. Aujourd'hui, je pose la question. Oui, j'en aurais terminé lorsque je vous aurais cité cet exemple-là. Le dernier en date, c'est l'augmentation des taxes au niveau des péages. On est passé du simple au double. On a fait 100% d'augmentation. Mais comment vous... Par quoi? Vous les avez suivis, on ne va pas refaire le débat. On a fait le débat. Il n'y a aucune raison dans le monde qui demande à un État de faire du 100% d'augmentation. On va de façon progressive, 25%, 50%, 75%, et même les 100%, aucun pays n'a envisagé ça. Pendant que vous n'avez pas augmenté le train de vie du secteur privé, pendant que le secteur privé n'a pas l'investissement, vous ne faites pas ça. Et la conséquence, elle est là. Aujourd'hui, les transporteurs, enfin, ça aura un incident sur donc l'activité. Donc voilà tant de réformes aujourd'hui qui donnent donc plus donc de la matière à un taux de 72%. Et tel que les gens l'ont dit, vous allez voir avant la fin de leur mandat. Sinon, 2 ans après leur mandat, vous allez voir, nous allons passer à 115%, voire en tout cas, il y a du travail, soyez rassurés, les autorités le disent. Elles sont là pour améliorer les conditions de vie des populations et faire en sorte que le vivre ensemble soit un acquis, parce que quand il y a une bouche qui mange et l'autre est spectatrice, eh bien, ça ne marche pas. Et l'État n'est pas là pour assister à ce spectacle désolant. Rustico Rodrigue, alors, quand on prend les paradigmes concernant ceux-là qui sont au niveau du secteur privé et ceux du secteur informel qui constituent le gros lot, est-ce qu'il faut effectivement, comme le dit votre vis-à-vis, revoir les conditions du travail au niveau du secteur privé déjà officiellement déclaré et amener les autres à y venir, ou ce qu'on fait actuellement, c'est de discipliner les uns les autres? En d'autres termes,
Est-ce vrai qu'aujourd'hui, on assiste comme à une pression qui pourrait amener ceux-là que l'État connaît déjà à fuir le secteur, fermer donc la baraque, et ceux qui devraient venir à ne jamais venir? Est-ce qu'on est à ce niveau aujourd'hui? Bon, en fait, vous savez, on n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau, à mon humble avis. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place un tableau de passage du secteur informel vers le secteur formel. Et ce tableau de passage ne peut que se faire à base de la fiscalité. Il n'y a pas deux choses. C'est la fiscalité qui va le faire. L'État a déjà fait l'effort, tout simplement par le passé, de mettre en place une nouvelle taxe qu'on appelle la TPS, taxe professionnelle synthétique, qui devrait vous permettre, vous en tant qu'artisan, n'importe quel opérateur, d'être un peu formalisé. Mais avec la loi de finances 2018, on est revenu corser un tout petit peu, Et ce qui a fait que, bon, beaucoup étaient dans les difficultés aujourd'hui d'aller payer un peu les impôts. Parce que, vous savez, pour une entité, pour une entreprise qui travaille avec l'État, elle a l'obligation d'être à jour vis-à-vis du fisc. Et être à jour suppose quoi? Que vous payez vos impôts. Mais plus l'impôt est moindre, plus l'intéressé est en mesure de payer vite. Mais plus l'impôt est élevé, plus il prend du retard. Et ce qui est curieux aussi au Bénin, ce que je dénonce tout le temps, c'est que quand vous vous levez en tant que contribuable, vous allez payer vos impôts à bonne date, l'État dit bravo, tu es bon, c'est fini. Mais quand tu payes en retard, on te prend les pénalité. Vous allez à Abidjan à côté, vous payez votre impôt à bonne date, vous avez des réductions. Ah bon? Ça, vous avez des réductions. Vous avez des réductions sur l'impôt que vous voulez payer. Cela ne fait qu'inciter le contribuable, motiver le contribuable à venir payer l'impôt. Parce que vous savez, c'est nous tous qui allons construire le Bénin. Ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas un groupe d'individus qui va construire le Bénin. C'est nous tous. Et la construction du Bénin dépend de la contribution de chacun. La dernière fois où moi je suis allé à Ouidah, j'ai payé les frais de péage, j'ai payé, vu que j'ai payé le double. Je veux de leur dire que moi je veux de contribuer au péage, mais grâce à vous aussi, mes ressources ne vont pas directement à là où je veux. Parce que le problème, c'est quoi? Je cotise, je suis d'accord, je vais cotiser, mais l'utilisation qui sera faite de mon argent, c'est ça qui est important pour le Béninois. Si le Béninois sait que bon, les 200 francs de surplus, là, c'est pour aménager tel secteur d'activité, il n'est pas compliqué, hein, il va cotiser. Même 1000 fois, il va cotiser. Mais le fait qu'on ne nous dise rien, c'est ça qui pose problème chez le Béninois. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les réformes, on doit vraiment revoir beaucoup de choses en termes de réformes. Le secteur privé, c'est le gisement de l'État. Le gisement. Le gisement de l'État. Lorsque vous ne prenez pas le secteur privé comme votre bébé, comme votre ne sais pas trop, votre or, vous allez fermer les baraques. Vous imaginez, vous regardez bien le budget de l'État. Et à près de 65%, c'est financé par le secteur privé. Mais le reste, là, avant que l'étranger ne vienne investir, si vous ne sécurisez pas la terre, vous ne sécurisez pas la justice, il y a des secteurs clés sur lesquels vous ne mettez pas vraiment les bonnes réformes en la matière, vous ne pouvez pas capter des investissements directs étrangers. Il ne peut pas venir. On ne peut pas venir investir dans un pays où il y a l'insécurité judiciaire. On ne peut pas venir investir dans un pays où il y a l'insécurité foncière. Là aussi, il y a des réformes en cours. Il y a des réformes en cours. Oui. C'est pour ça qu'il faut saluer les réformes. Mais il faut que les réformes soient bien pensées. Parce que quand il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de croissance. C'est une vérité. Il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de croissance. Mais il faut que les réformes soient bien pensées. Il faut faire les réformes en tenant compte des acteurs du secteur. Ça, je l'ai toujours martelé. On a attaqué... Les associés. Bien sûr, il faut toujours les associer. Ça, c'est important parce que c'est des gens qui ont de la matière. Même si par le passé, ils ont l'habitude de travailler de façon archaïque ou c'est pas dans les normes, vous voulez les normer, vous ne pouvez pas les laisser et normer à leur place. Vous devez composer avec eux et normer ensemble. Vous allez voir que ça va marcher. Donc, c'est pour vous dire qu'on a tellement de choses à faire. Le secteur privé, aujourd'hui, c'est le poumon de l'économie. C'est le poumon de l'État central. Le jour où le secteur privé dit, bon, je n'irai plus aux impôts, vous allez voir tout simplement qu'on va limoger pratiquement tous ceux qui travaillent là aux impôts. Tous ceux qui travaillent à la douane. Parce qu'ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. C'est nous les usagers, c'est nous les contribuables qui allons vers eux pour verser de l'argent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit maltraité. Donc, c'est pour vous dire quoi que il faut d'abord mettre en place le mécanisme permettant alors, d'accord, à ces entités de créer de la valeur ajoutée. Et en créant de la valeur ajoutée, nous allons embaucher des gens. Nous allons embaucher des gens. Et nous allons en même temps réduire le taux de chômage. Ceux-là qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire, ceux-là qui ont perdu il y a une fois leur emploi, on peut les utiliser cette fois-ci. Mais lorsqu'on n'a pas mis en place ce mécanisme permettant aux entités de créer de la valeur ajoutée, comprenez avec moi, il n'y aura jamais de croissance. Et la croissance, naturellement, est la conséquence directe du fait que vous allez contribuer naturellement à embaucher. Parce que dans la production, c'est quoi? C'est des hommes qui vont produire. Ce n'est pas des animaux qui vont produire. Mais il faut recruter ces hommes-là. C'est pour vous dire quoi? Que notre économie n'est pas encore tournée vers la production locale. Non, je le dis et partout je passe. Parce que vous voyez, vous allez dans les ministères aujourd'hui.
dans les ministères, vous regardez un peu les mobiliers qu'on commande. On commande ça d'où? Est-ce que c'est les Béninois? Vous pensez pas que les Béninois sont en mesure de produire des trucs comme ça? L'artisanat, c'est plusieurs métiers. C'est extrêmement plusieurs métiers. J'ai suivi le ministre Modeste Kérékou qui parlait de l'artisanat. Mais valoriser ça. Pourquoi ne pas imposer la consommation des meubles locaux dans ces ministères-là? Mais pourquoi ne pas le faire? Mais on ne le fait pas. Mais on préfère toujours ce qui quitte l'extérieur parce qu'on sent que ce qui quitte l'extérieur est bon. Je vous dis, par exemple, j'ai un ami qui a développé une application, un Béninois qui a développé une application, et il voulait faire une présentation. On a demandé si c'est un Béninois. Quand on a dit c'est un Béninois, il dit non, c'est pas possible. Mais la même personne est allée chercher un Blanc qui est venu présenter la même application. Vous savez qu'ils ont applaudi? Mais c'est pas possible. On ne peut pas. On est en train de laisser notre richesse. Mais vous savez, nous avons tout. Nous avons tout dans notre pays, mais la méthode, il nous manque de la méthode parce qu'aujourd'hui, notre économie, elle n'est pas encore ce qu'elle doit être. En tout cas, de la méthode, du mécanisme d'urgence signalé, Casimir Pédio, les élus du peuple ont commencé par jouer leur partition qui vous souviennent. On parle de loi de finances, on parle aussi de l'actuel code du travail qui doit pouvoir aider à améliorer la situation des viviers qui, somme toute, nécessiteront quelques réglages, mais déjà des outils novateurs pour les employeurs. Oui, et ça, il faut avoir le courage de reconnaître que le Code de travail aujourd'hui, tel qu'il a été élaboré, voté, promulgué et mis en exécution depuis donc quelques mois, est favorable à la création d'emplois, par conséquent à la création de richesses. Le Code du travail est beaucoup plus défavorable à l'emploi salarié. Le Code est beaucoup plus favorable donc à ces employeurs donc qui veulent désormais, enfin, aux employés qui veulent quitter donc les pesanteurs donc de leur patron et créer eux-mêmes leur richesse, ou bien ces étudiants qui pensent qu'ils peuvent créer quelque chose et employer des gens. Le code de travail est beaucoup plus en leur faveur. Donc, il y a comme une discrimination, mais une discrimination positive aujourd'hui qu'on remarque au niveau de ce code-là. Et je dis, c'est des avancées. Le code à lui seul ne suffit pas pour faire le printemps. C'est donc comme cette hirondelle-là. À elle seule, elle ne pourra donc pas faire le printemps si on laisse donc cette hirondelle dans les airs. Il faut y ajouter donc quelques mécanismes. Et c'est de ça qu'il s'agit quand vous avez parlé donc de la loi des finances. La loi des finances doit venir ici donner onction donc à ce code de travail. La loi des finances doit renforcer donc la capacité de ces entreprises. La loi des finances doit faire partenaire le secteur privé et non un bourreau qu'on abat. Il y a des entreprises qui ont fermé baraque aujourd'hui au Bénin. Il y a des secteurs d'activité, l'agrobusiness aujourd'hui, les importations de produits agroalimentaires aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. La conséquence, descendez dans les rues de Cotonou, c'est les restaurants qui ont des problèmes pour s'approvisionner. Et donc, ça crée d'abord la spéculation et donc la vie devient chère. Le panier de la ménagère est obligé de connaître donc une croissance en termes donc de dépenses. Et face à ça, vous avez donc comme un pays où on pose d'abord les réformes et après on pense aux conséquences. Non, ce n'est pas possible. Il faut anticiper. L'État doit être donc dans cette anticipation. L'État ne doit pas être donc celui qui est en train de faire. Je donne un exemple pour illustrer ce que je dis. L'État nous construit des routes. Ce n'est pas l'État qui achète des voitures et dit, toi, Casimir Pédio, toi, Rustique, c'est la voiture que tu vas rouler et voilà comment tu vas rouler. Non, ce n'est pas ça. L'État crée le boulevard et chaque citoyen prend son argent, achète sa voiture et roule sur le boulevard. C'est normalement ce à quoi nous devons assister dans le pays. L'État doit être le partenaire. L'État donc doit être donc ce parent qui chouchoute donc son bébé, comme il a dit, à travers donc une fiscalité qui est favorable. La TPS telle que c'est conçu, c'était bien. Mais aujourd'hui, est-ce que la loi des finances 2018 garantit une meilleure sécurité aux entreprises avec la TPS? Pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi des finances garantit en termes donc de taxes à payer donc sur la circulation? Non. Il n'y a qu'aujourd'hui, par exemple, les tricycles doivent payer. Mais ils doivent payer quoi? 15 000 francs. C'est un peu trop. On pouvait commencer avec une expérience de 5 000 francs et aller de façon progressive. Mais on crée des tasses, on ne pense pas aux citoyens. Et au même moment qu'on crée cette tasse, on a comme l'impression que, qu'est-ce qu'on fait avec au finish?
qu'est-ce qu'on fait avec? On n'a pas amélioré les conditions, par exemple, de circulation dans les grandes villes. On n'a pas amélioré. Au niveau donc des postes de péage, rien de nouveau. Ça va venir. Non, ben écoutez, on n'est pas... Si ça va venir, attendez aussi, quand ça serait prêt, on va commencer par payer. Pourquoi on paye? Et on dit ça va venir. Quand on paye, ce qui sera payé va quand on paye, on doit savoir, comme il a dit, quand on paye, on doit savoir sur à quoi ça va servir. Et cette loi, par exemple, cette disposition, cet arrêté du ministre n'est pas contenu dans la loi des finances. C'est un coup de route qu'on a commencé donc par... Donc, voilà des manières de faire qui n'amènent pas à la prospérité, qui n'amènent pas donc un climat apaisé au niveau donc des entreprises, au niveau donc du secteur privé. Il va falloir que l'État travaille pour être le partenaire, pour être celui-là qui est derrière, qui protège les entreprises et non celui-là qui détruit les entreprises au Bénin. L'État le sait et il a pris bonne note. Dans les tout prochains jours, vous verrez si les choses se passent très bien, cette rencontre annoncée qui se fera à la manière de l'Élysée au Bénin. Mais on attend de voir sa concrétisation. Rustigo Rodrigue, on parlait tout à l'heure du code du travail. Kazmi parle de discrimination positive. D'autres analystes pensent que c'est aussi un code à revoir parce qu'en l'état, eh bien, la précarité au niveau de l'emploi ira encore son chemin. Et c'est un autre risque pour l'augmentation, l'accroissement du taux de chômage. Oui, vous savez, il n'y a pas d'action sans risque. C'est vrai qu'ils ont voté un nouveau code du travail. Le risque est aussi à l'intérieur. Et c'est pour vous dire que ce code, moi, je le qualifie beaucoup plus d'un code qui rend beaucoup plus flexible, d'accord, le monde de l'emploi. Aujourd'hui, il y a plus de complications sur un certain nombre de sujets, comme il a dit. Bon, c'est vrai que ça ne pourra pas tout régler. D'accord. Je pense que dans l'exploitation de ce nouveau code du travail, et quand il y aura des difficultés d'application, je pense que nous sommes libres. Hein, on peut revenir encore en arrière et réactualiser alors cela compte tenu de nos besoins réels. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'occulter, c'est quand même une avancée. C'est relatif du régime de la rupture par rapport vraiment à cette réforme-là. Et cela permet également de rendre beaucoup plus flexible, d'accord, aujourd'hui le travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les employeurs sont un peu libres. Et l'employé aussi semble être un peu libre. Il peut aller comme il veut, tout ça. Mais avant, on était un peu coincé parce que vous pouvez avoir des opportunités ailleurs en voulant quitter. C'est tout un problème. Et c'est des contentieux par-ci, par-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, vous voyez que c'est quand même des avancées parce que dans le privé, on cherche toujours mieux. On ne reste pas à un seul endroit pour dire que, bon, j'ai déjà le meilleur. Donc, il va falloir quand même que chacun puisse se donner à la chose. Voilà. Le chantier est immense. Il va falloir y aller très rapidement. Et pour les politiques, c'est aussi une urgence, comme je l'ai signalé. Là-dessus, il y a l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur qui pense que pour que le vivre ensemble et le combat contre la précarité puisse être gagné, il va falloir penser à un second mandat du chef de l'État. Parce que le défi à relever est énorme. Oh non, je pense que si le président de la République aime bien ses collaborateurs, il va falloir qu'on évite certains nombre de propos. Parce que dans ce même pays, n'oubliez pas, le corpus de phrases, j'aviserai, c'est ça qui avait fait susciter beaucoup d'interprétations d'intelligence. Non, il y a mieux à faire. Moi, je préfère beaucoup plus entendre cette dame-là sur d'autres fronts, en termes de réforme et sur le plan éducatif, que de dire qu'avant de... Non, l'État, c'est une continuité. Quand il va s'arrêter à un niveau donné, une autre personne viendra également continuer. Pour le moment, lorsque vous avez, comme lui-même le dit souvent, quand vous êtes à la recherche d'un second mandat, vous êtes obligé de plaire à tout le monde, vous êtes obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que nous travaillions. Il est là pour un mandat, il a dit ce qu'il pense, mais le plus important aujourd'hui, c'est de travailler pour la République. Ce n'est pas forcément le second mandat qui m'intéresse moi personnellement. Moi, je suis très content que après les 5 ans, on peut évaluer le PAG et dire qu'on a réalisé peut-être à 40%. Moi, je dirais bravo, c'est déjà suffisant. Et aujourd'hui, le PAG, vous avez vu, on a parlé de pavage, de produits d'asphaltage un peu partout. Mais qui sont ceux-là qui vont le faire?
Est-ce que les Béninois ont les compétences nécessaires pour le faire? Pour interrogation, s'ils peuvent le faire, c'est bon, ça veut dire que le taux de chômage va diminuer. Moi, c'est là où moi je veux avoir l'opinion de ces dirigeants-là, et non de se mêler de fait. C'est vrai qu'au Bénin, nous parlons beaucoup plus politique, parce que si on ne dit pas comme ça, on va se dire, bon, la population va se dire, comme c'est lui qui a commencé, il va finir. Non, non, route des pêches, c'est pas à l'aide de la rupture que ça a commencé depuis des années. Donc, ils sont revenus, ils doivent pouvoir pas faire. Et c'est à leur actif. C'est pour vous dire que l'administration, bien l'État central, c'est une continuité. Il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse toujours sur la question, oui, tout le monde est en train de réfléchir. Comment faire pour sortir le Bénin de la précarité? Le ministre de l'Enseignement supérieur, Odila Tanasso, pense que pour y arriver, sortir le Bénin définitivement de la précarité, il faut permettre au chef de l'État de faire 5 ans de plus. Vous savez, moi je n'aime pas qu'on soit un peu ingrat envers la nature. C'est de l'ingratitude que de parler en ces termes, parce que si Dieu vous donne la chance de la longévité, si Dieu vous donne la chance donc de diriger, vous ne devez pas en abuser. C'est de l'abus de parler en ces termes. Pour conclure rapidement sur la question. Pour conclure sur la question, je voudrais inviter les uns les autres. Mettez sur pied une administration puissante, des institutions fortes, et allez-y, allez vous reposer. Il y a des Béninois, il y a la jeune génération qui est là, qui pourra travailler, prendre la relève. Donc, véritablement, qu'on ne pense pas que c'est 10 000 mandats qui permettra de développer Casby Pedjo, oui, et Rodrigue Rustico. Oui, une seconde, c'est que tout le monde fasse ce qu'il doit faire au bon moment et au bon lieu, tout simplement. Merci à vous, chers invités, mesdames, messieurs, 100% Bénin, pour la question du jour. C'est presque terminé. On se retrouvera demain pour poursuivre le débat au besoin. Pour l'instant, 100% Bénin du jour, cette citation d'Indira Gandhi pour fausser définitivement compagnie. Les opportunités ne sont pas offertes, elles doivent être arrachées à tout prix. Et cela demande de la persévérance et du courage. Merci pour votre fidélité à ce programme. À très bientôt.